Le jour suivant, Kérékao reçoit les Romains. Son nouveau palais est aménagé avec beaucoup de goût. Les petites tours, les fenêtres au cadre décoré, peintes de couleurs claires, donnent au palais un aspect très décoratif. À l'intérieur, Oreste admire la hauteur des colonnes en bois tournées et polies. Plusieurs d'entre elles sont décorées de sculptures et bas-reliefs. Des panneaux de bois polis comme dans le Grand Palais, ornés de dessins en relief de style animalier, décorent les murs. Mais tout est plus élégant, les proportions sont plus harmonieuses. Les rideaux sont plus fins et mieux décorés. En passant entre deux rangs de gardiens avec des armes d'apparat et des armures splendides. Les Romains entrent dans la grande salle nantie de riches tapis de laine et de feutre, divans et coussins. Kérékao les reçoit à demi couchés sur un sofa. Sa beauté et la noblesse de son visage, dont les traits correspondent bien aux canons romains et grecs, frappent Oreste. Mais sa peau est plus claire que celle des belles femmes romaines, elle a une longue natte noire. N'est pas maquillée comme elle, et porte des vêtements et des bijoux bien différents. Ces dames de compagnie, qui forment un demi-cercle autour d'elle, sont assises sur des tapis et occupées par la broderie et autres travaux manuels d'artisanat de luxe. Même les semelles des bottes de Kérékao et des nobles dames autour d'elle sont décorées de beaux ornements en perles. Oreste donne avec révérence à Kérékao la lettre pour Attila et un cadeau pour elle. Nous vous demandons de consulter la lettre de notre régente Galla Placidia et de la transmettre à Attila. Une interprète du palais assure cette fois la traduction. Kérékao dit avec un sourire « Merci pour ce cadeau. Je vais lire attentivement cette lettre puis l'envoyer à Attila. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que des messagers d'Essius, qui viennent de Gaule, seront ici dans quelques jours. Vous attendrez donc Attila en la compagnie agréable de vos compatriotes. Racontez-moi ce qui se passe dans le monde romain. » Oreste commence la conversation. Dieu merci, cette année tout est calme. En Afrique, la récolte est bonne. Les éleveurs et les viticulteurs d'Italie sont aussi contents. Essius termine son inspection de l'armée en Gaule. L'empereur Théodose II réorganise l'université de Constantinople. Que fait-il exactement? Maintenant la ville de Constantinople a deux chaires de droit. Oreste s'arrête car il voit que l'interprète éprouve une difficulté pour la traduction du mot « chaire » en un, puis il explique. C'est-à-dire l'État paye le salaire à deux professeurs de droit et leur donne une salle pour l'enseignement. Il y a aussi 10 chaires de grammaire latine, 10 grammairiens de langue grecque, 3 rhéteurs latins, 5 rhéteurs grecs et un philosophe de langue grecque. Vous êtes bien informé. Savez-vous que le temple de Zeus à Olympe a été incendié sur l'ordre de Théodose? Oreste s'étonne et s'exclame involontairement « Incroyable! Je ne suis pas au courant. » Cette décision a dû être prise sous le conseil de Pulchérie. Confus de cette remarque imprudente, Oreste s'arrête et jette un coup d'œil sur Salvien et se calme en voyant que l'officier ne suit pas attentivement cette partie de leur conversation. En effet, au lieu d'un empereur inerte, l'Empire romain d'Orient était gouverné en réalité par sa sœur Pulchérie. Kérékao remarque, il est intéressant que l'Empire romain d'Orient soit gouverné en réalité par deux Augusta, Pulchérie, sœur de l'empereur, et Eudoxie, sa femme. Oreste voit que la reine est aussi bien informée. Kérékao demande « Comment va Galla Placidia ?» Troisième Augusta romaine qui gouverne maintenant l'Empire d'Occident. Oreste croit entendre un léger regret dans sa voix et pense « Apparemment elle n'est pas habituée à dissimuler ses sentiments. » C'est certain que les Huns regrettent la défaite inattendue de l'empereur Jean dans la guerre civile. Il se souvient du beau visage de Placidia qui, selon Romulus, imitait les Augustas de Constantinople et essayait de les surpasser. Les autres images de la régente, entourée par ses enfants, lui reviennent.
L'Augusta consacre beaucoup de temps à l'éducation du jeune empereur, explique Oreste. Valentinien se comporte déjà avec la grâce et la dignité convenables à un Auguste romain malgré son très jeune âge. Sa fille Honoria doit être aussi belle qu'elle-même. Et vous-même, vous êtes originaire de quelle ville? À vrai dire, Oreste ne s'attendait pas à ce que la femme d'Attila sache le nom de la jeune princesse et s'intéresse de ses propres origines. Je suis né à Petavium. Votre ville est maintenant à la frontière de notre zone de contrôle. Avez-vous des propriétés dans cette zone entre le Danube et la Drave? Oui, nous avons une grande villa et beaucoup de terres et de forêts. Alors, vous êtes presque notre citoyen. Mais nous n'avons pas encore bien défini le statut de cette zone. Oreste tend l'oreille mais Kérékao cesse de poser des questions et le remercie gentiment. Merci pour ces nouvelles intéressantes. C'est bien que l'année soit calme pour vous. Nous avons aussi des nouvelles très intéressantes de la frontière chinoise où, il me semble, la période d'anarchie est terminée. Ce sont les Tabgatch qui gouvernent maintenant la Chine. Nous avons avec eux les mêmes ancêtres. Oreste s'étonne, nous sommes aussi au courant que le peuple, Togat, gouverne maintenant la Chine. On dit qu'ils ont commencé à construire de superbes temples. Mais je ne savais pas qu'ils sont aussi déens. Kérékao le corrige, je dis que nous avons avec eux les mêmes ancêtres. Nos langues sont proches et nous avons la même religion. Parlez avec mon fils Elak et son professeur Onégèse le grec. Elak s'intéresse à nos ancêtres et aux Huns orientaux. Il a déjà effectué des voyages au-delà des monts d'Oural et sur la mer d'Aral. Oreste s'étonne davantage. Excusez-nous, noble reine, mais on pense à Ravenne qu'Elak est le fils d'Enka défunte. Pas Enka mais Enkao. Comme vous nous connaissez mal. Nous connaissons tout sur vous. C'est mon ancien nom, je m'appelais avant Enkao. On m'a donné le nom honorifique de Kérékao pendant la cérémonie de proclamation d'Attila comme Khan, un des souverains de la Hunie. Kéré signifie belle, et Kao est un ancien mot qui signifie belle et noble dame. Confus, Oreste sourit, c'est un nom prédestiné pour vous. Je suis content qu'Enka ne soit pas morte. Kérékao se lève de son divan. Je vais dire à Elak qu'il vous reçoive demain avec Onégèse. Après-demain, je vous invite au dîner que j'organise en l'honneur des hôtes de marque qui sont arrivés pour la fête du soleil. Cette grande fête aura lieu dans 3 jours. Toutes les dames autour de la reine se lèvent et font la révérence à Oreste. Les Romains remercient Kérékao, font aussi la révérence et sortent de la salle. Sabir les attend dans la résidence de l'ambassade, une grande maison octogonale. Je suis ici depuis longtemps. Racontez-moi, comment s'est passée votre rencontre avec Kérékao? Oreste répond. Elle est très agréable et curieuse, nous avons parlé longuement. Dis-nous, Sabir, est-ce que les Togates qui gouvernent maintenant la Chine sont aussi des Huns? Vous parlez des Tabgatch? Mais pourquoi vous intéresse-t-il? C'est incroyable que les Huns puissent gouverner un empire ancien et prestigieux. Salvien tend l'oreille. Sabir commence avec une voix pensive. Je ne sais pas très bien ce qui se passe maintenant là-bas. Mais je peux vous raconter des choses intéressantes. Je m'appelle Sabir car je suis né derrière les monts d'Oural. Ce pays s'appelle Sibir comme mon peuple Sibir ou Sabir. Mais vous êtes un Hun. Un signifie Kun ou Kunjono, c'est-à-dire les gens du peuple du soleil. Nous parlons tous des langues proches, avons les mêmes types de maisons, de vêtements et d'armements, croyons à Tangra. Certains prononcent ce grand nom comme Tangara, les autres Tangri ou Tengri. Mais nous sommes divisés en peuples et tribus. Tangra est un de vos dieux? C'est le Dieu unique et tout-puissant. En fait, nous pensons que les chrétiens et nous croyons en un même Dieu.
Mais je vous conseille de parler de ces questions avec nos chamans blancs. Tu es né au-delà des monts d'Oural? Oui, sur le bord du fleuve Irtish. J'ai été élevé par mon grand-père car ma mère est morte tôt et mon père est parti avec Khan Munzuk se battre en Occident et n'est pas rentré de la guerre. Mon grand-père était âgé, mais il était encore fort et droit, rapide dans ses mouvements. Il racontait que son père avait accompagné un chef sabir, parti en Chine sur l'invitation d'un canin. Salvien s'exclame involontairement, « En Chine? Oui, en Chine. » Mon arrière-grand-père a été choqué par le fait qu'un des échansons de ce khan était un empereur chinois prisonnier. L'empereur chinois s'étonne au reste. Comme notre pauvre empereur Valérien, pris par Sapor, roi de Perse. Valérien a été obligé de se mettre à genoux chaque fois que Sapor montait à cheval. Sapor mettait son pied sur son dos ou même sur son cou pour s'installer sur sa selle. Sabir se souvient de la coutume des dames de la noblesse une de monter à cheval en mettant leurs pieds sur le dos d'un valet qui se mettait à quatre pattes à côté du cheval. Après une pause, il dit « L'année suivante, il a été décapité et le roi Hun a fait prisonnier le nouvel empereur qui a dû remplacer son prédécesseur dans le rôle des chansons. Il n'existait pas de cas similaire de capture successive de deux empereurs dans l'histoire romaine et au reste remarque simplement, Valérien est mort rapidement de chagrin et de souffrance. On dit que le roi Sapor a ordonné de faire avec sa peau un mannequin comme souvenir de sa victoire mais je ne le crois pas. Étonné, Sabir regarde les Romains. Silence. On n'entend que le bruit du feu dans la cheminée. Sabir sort de sa réflexion et continue son récit. Mon grand-père a servi quelques années dans l'armée Tabgatch. Il est rentré avec des armes magnifiques, le manche de son épée était en ivoire et son casque incrusté de motifs décoratifs en or au reste dit avec une voix un peu fatiguée, « La Chine est loin. Nous savons peu ce qui se passe là-bas. À vrai dire cela nous intéresse peu. L'ambassade romaine n'a visité cet empire qu'une seule fois il y a quelques siècles. » Sabir réagit vivement, par contre, nous, ça nous intéresse. Les peuples lointains vaincus peuvent arriver demain et commencer à lutter contre ton peuple pour ses pâturages. C'est pourquoi nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans la grande steppe, du Danube à la grande muraille de Chine. Nous, en Italie, ne savons presque rien de ce qui se passe à côté dans les forêts d'Europe du Nord. Dans les forêts la situation est bien différente. Les habitants sont mal organisés. Ils parlent des langues très différentes. Dans la grande steppe tout le monde parle des langues proches, se déplace sur des chevaux rapides, on se salue par « racontez-nous ». Et si tu n'es pas dans une mission urgente, tu dois t'arrêter pour échanger les actualités intéressantes. Ton récit doit être exact car les Huns ne savent et n'aiment pas mentir. Cette coutume s'appelle Uzun Kulgak, les longues oreilles. Au reste sourit, aujourd'hui Kerka m'a dit aussi. Racontez-moi ce qui se passe dans le monde romain. Il jette un coup d'œil sur Salvien et continue. Elle est si charmante que j'ai raconté avec plaisir tout ce que je sais. J'ai répondu avec une telle application à ces questions que j'ai oublié de lui dire que j'ai vu Attila dans mon enfance. Sabir corrige. Pas Kerka mais Kerekao. Nous sommes fiers de notre jeune Khan Attila et de sa belle épouse. Que Dieu Tout-Puissant les protège. Salvien note, les Huns ne savent pas mentir. Parfait. Toi, Sabir, tu me raconteras donc bientôt quel plan commun discutaient Attila et Essius. Mais plusieurs années se sont écoulées depuis. Je dois maintenant observer tout afin de comprendre les motifs des actions d'Attila et d'Essius.
Керек о. Мен шұғыл түрде қаптауына жол жүрем.